Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin sur French Web. Aujourd'hui, nous allons voir comment Stockomany a mis en œuvre une stratégie omnicanal grâce au PIM. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la session. Alors, on le sait, l'adoption d'un outil de Product Information Management, le PIM, il facilite évidemment la création de sites e-commerce. Et là, on va prendre un cas d'usage avec Stockomany. Évidemment, pour ce webinaire, je ne suis pas seul. Je suis avec trois invités. Je suis avec David Dutandas, directeur des systèmes d'information, c'est Stockomany, Baptiste Leger, directeur général de Quable, et Thierry Rudowski, directeur général et cofondateur de Zento. Bonjour à vous trois, messieurs. Bonjour Maxence. Alors, on va peut-être faire d'abord un petit tour de table, histoire de planter un peu le décor, de voir ce que chacun fait, en commençant peut-être par David de Stockomany. Oui, bonjour, donc David Dutandas. Donc moi, je suis le DSI de Stockomany depuis 2 ans, avec comme un des enjeux principaux la mise en place d'une stratégie digitale pour Stockomany qui est leader de déstockage de grandes marques en France. On va peut-être passer ensuite à Quable avec Baptiste. Oui, merci Maxence et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, Baptiste Leger, moi je suis le directeur général et associé chez Quable. Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis chez Quable et du coup, nous on accompagne aujourd'hui plus de 150 marques comme Club Med, comme Bioderma, comme Gémeaux et Stockomany dans la mise en place d'une solution PIM et DAM dans une logique d'optimisation de leur dispositif e-commerce. Et enfin avec Thierry, qui est un partenaire de longue date de Quable. Oui, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Et donc je suis Thierry Rudowski, je suis cofondateur de Zento, qui est une agence qui se présente comme l'agence du commerce unifié. Donc on existe depuis 10 ans. On intègre des sites web, e-commerce, des applications in-store pour pas mal de retailers. Et on est partenaire effectivement de Quable depuis 3 ans maintenant, avec une bonne vingtaine de projets à notre actif. Voilà pour cette présentation. Alors avant d'aller plus loin, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, un consommateur français sur 2 est omnicanal. Évidemment, c'est une tendance de fond qu'on observe depuis plusieurs années en France et pas seulement, d'ailleurs, dans le monde entier. Évidemment, cette tendance s'est accélérée avec la crise du coronavirus, avec une percée un peu plus importante du online, même si l'offline n'est évidemment pas à négliger. Les magasins ne vont pas disparaître tout de suite. Alors, on va prendre tout de suite, évidemment, la direction d'un acteur retail assez important, puisqu'on va parler de Stockomany. David, on va aborder ensemble les enjeux business de Stockomany. Aujourd'hui, quels sont les enjeux qui existent pour un acteur comme vous, un déstockeur, qui est donc Stockomany? Tout à fait. Alors, donc Stockomany, c'est leader du déstockage, comme je disais, de grandes marques en France, avec 300 marques, donc grandes marques, 125 magasins en physique, avec une moyenne d'une vingtaine d'ouvertures par an, pour arriver jusqu'à 200 magasins dans un horizon à 3-4 ans, et avec un flux poussé, donc quelque chose qui est spécifique à Stockomany, contrairement à la grande distribution, c'est qu'on est vraiment sur du flux poussé, avec 300 à 500 nouveautés par semaine sur nos magasins, avec un mix dans notre offre Textile Bazar, qui est, si on vulgarise un peu, 50% textile, 50% bazar, sachant que le bazar, c'est tout ce qui n'est pas textile. Donc, ça va de la rentrée scolaire à la maison, à tout ce qui va être l'offre autour du DPH, donc l'hygiène, la beauté. Et avec aussi un mix qui va être 50% de grandes marques et 50% de MDD. Et pour nous, en fin de compte, les enjeux de transformation sont vraiment, d'un point de vue business, de notoriété de la marque Stockomany. On a déjà mis en place une pub en septembre l'année dernière, mais on a vraiment, au-delà de l'ouverture de nos magasins, on veut aussi être plus présent sur les réseaux sociaux et sur le e-commerce. Donc, un enjeu de notoriété, de prospection de nouveaux clients, bien évidemment, et aussi de visibilité, comme je disais, sur les nouveaux canaux de vente, et aussi un enjeu d'extension de gamme, parce que si vous connaissez nos magasins, c'est vrai qu'on est assez limité en termes d'extension de gamme dans nos magasins, parce qu'on est quand même aujourd'hui sur du déstockage comme Action et Jiffy, et nos magasins ne se prêtent pas forcément à la mise en place d'une offre autour de la téléphonie, des iPads, ou même potentiellement aujourd'hui d'autres extensions de gamme comme on pourra avoir chez Lipi ou autres.
Alors, on le voit depuis plusieurs années, évidemment, les acteurs retail sont challengés par des acteurs e-commerce, pour Amazon pour ne pas le nommer notamment. À quel moment vous avez pris conscience que voilà, l'omnicanal, c'était vraiment un levier indispensable pour votre développement et que ça passait pas seulement par un maillage important du territoire français? Alors, c'est vrai que sur 2020, d'un point de vue stratégie d'entreprise, notre première réflexion a été de mettre en place plutôt un site e-commerce avec du click and collect. Donc, pas dans une vision e-commerce, vraiment dans une vision click and collect pour justement des sujets de prospection. Donc, amener de nouveaux clients, sachant qu'aujourd'hui, avec 125 magasins, on est à 30-40 km de tous nos clients. Donc, c'était vraiment le premier enjeu d'un point de vue stratégie digitale. Celle-ci, avec ce qui a pu se passer en 2020, comme tout le monde sait, avec la crise sanitaire, bon, elle a forcément évolué. Aujourd'hui, on est vraiment plus sur des enjeux de e-commerce dans une première étape, avec amener de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux canaux de vente. Donc, dans une première phase de e-commerce, et amener demain du click and collect, de la livraison en magasin, la livraison à domicile, en clair, tous les canaux qu'on peut avoir en termes de mode de livraison. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu de nous adapter aussi, nous, au commerce de demain, parce qu'on voit très bien que tout acteur qui, en 2021, tout retailer qui ne s'est pas lancé dans une stratégie de commerce unifié, bon, ça peut poser clairement une vraie problématique en termes de business. Aussi mieux répondre aux attentes de nos clients, il faut aussi le dire, parce qu'on voit très bien qu'on a de plus en plus d'autres canaux de vente et des changements aussi de consommation au niveau de nos clients. Et bien sûr, en préservant notre ADN, qui est forte, et les spécificités de nos métiers. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur de la stratégie d'accélération digitale de Stockomanie. Quel était un petit peu votre raisonnement pour allier d'un côté évidemment aux objectifs business qui ont été évidemment peut-être un peu plus décuplés au fur et à mesure du temps, avec justement ces enjeux de transformation digitale et cette stratégie omnicanal? Comment vous avez fait pour concilier tous ces éléments dans le même sac, entre guillemets? Alors, c'est vrai que dans la construction de notre stratégie, il a été clair dès le début qu'on avait un sujet qui était notre base article. Ça veut dire que dans les premières briques qu'on a voulu mettre en place pour justement cette accélération au niveau digital, c'était d'avoir ce socle, cette première brique qui est le PIM. Ça veut dire comment demain, en termes de simplification de process aussi, pour nous accompagner, nous, Stockomanie, on va pouvoir enrichir notre catalogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un ERP, on a une vision en fin de compte de nos articles avec une gestion du stock, mais on n'a pas tout ce qui va être la visibilité en termes d'attributs, d'enrichissement d'attributs, qui sont des attributs plus au niveau média, pour demain aller sur des canaux de vente, donc il va aller aussi bien sur des liens sur du Instagram et autres, bien évidemment de la vidéo, des photos et autres. Donc la mise en place de cette première brique nous a permis aussi, nous, comme on dit, d'accélérer, parce que aussi de mettre en place voilà, cette simplification des process et tout un process aussi d'enrichissement de nos articles et de nos références. Avec, comme je disais, cette vraie problématique, ou en tout cas cette complexité qui fait qu'on est vraiment sur une base article qui chaque semaine augmente de 300 à 500 références. Donc, il y avait vraiment un enjeu de structuration aussi en interne, aussi bien au niveau du marketing et aussi que de l'offre pour justement toute cette alimentation de produits. Alors, pour gérer ce référentiel produit, évidemment, vous êtes tourné vers le PIM. Encore faut-il savoir ce que c'est. Là, je vais évidemment tourner vers Baptiste et Thierry. Voilà, le PIM, qu'est-ce que c'est concrètement et à quoi ça sert? Donc le Product Information Manager, donc le PIM, est une solution qui va viser, qui a des portées multiples. La première, c'est vraiment de fiabiliser la donnée et de fluidifier toute la chaîne de valeur entre effectivement le référencement et la création des articles dans un ERP, par exemple, et la diffusion sur de multiples canaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont différents dispositifs, comme un ERP pour gérer toutes les données transactionnelles, les stocks, les tarifs, etc. On va avoir éventuellement un PLM qui va être plus là dans un dispositif d'innovation, de création vraiment pour les équipes R&D. Et derrière, on va avoir de multiples canaux comme un site e-commerce, on va avoir des marketplaces alimentés, pourquoi pas un catalogue papier, des applications mobiles en magasin pour les forces de vente. Et en fait, tous ces dispositifs-là vont être consommateurs d'informations produits. Sauf qu'au milieu, en fait, la plupart du temps, on va se retrouver dans un millefeuille d'applicatifs extrêmement complexe, extrêmement lourd, où la plupart du temps, on a différentes équipes qui travaillent
travaillent en silo sur des fichiers Excel et donc qui ne communiquent pas entre eux. Donc ça pose des problèmes de versionnement, ça pose des problèmes de fiabilité, d'homogénéité de l'expérience produit. Et donc c'est là où le PIM et le DAM, donc Product Information Manager et Digital Asset Manager, vont permettre justement de d'embellir, de sublimer cette expérience produit en proposant donc vraiment une plateforme collaborative la plus ergonomique possible pour faire travailler les différents métiers de l'entreprise, que ce soit les achats, que ce soit l'équipe marketing et l'équipe digitale, le studio photo, les traducteurs, et vraiment d'avoir comme un CRM des produits, sauf qu'à la place de gérer des fiches clients, on va gérer toutes les fiches produits et des fiches produits multicanales, puisque derrière, on va être en capacité de diffuser automatiquement la bonne information au bon endroit et selon le bon format. Alors, la présentation du PIM étant faite, on va peut-être parler des avantages et des inconvénients du PIM, peut-être avec Thierry pour prolonger un peu la pensée de Baptiste. Juste le temps d'allumer le micro, désolé. Oui, en fait, alors avantage et inconvénient, difficile. Je pense que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients et des consommateurs qui passent par en moyenne, je crois, 4 ou 5 étapes ou points de contact avec une marque avant d'acheter. Et donc, un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus des canaux, enfin tout le monde le sait, on n'a plus des canaux qui sont cloisonnés ou des gens qui vont acheter uniquement en e-commerce, uniquement en magasin, uniquement sur les marketplaces, etc., voire sur les réseaux sociaux. Mais on a des personnes qui vont passer par 3, 4, 5 points de contact. Et donc effectivement, le sujet, c'est de s'assurer que non seulement l'information elle est disponible, mais qu'elle est valable et qu'elle est la même et qu'elle est diffusée donc, sur l'ensemble de ces canaux de manière coordonnée et multiple. Donc l'avantage du PIM, c'est un petit peu ce que disait déjà Baptiste, c'est de pouvoir distribuer cette information de manière centralisée et maîtrisée. Donc l'avantage du PIM, c'est justement de pouvoir permettre de stocker toute cette information, que ce soit une information produit, on va dire commercial, marketing, les descriptions des produits, etc. Que ça soit de l'information média, donc ça peut être de plus en plus des photos, des vidéos, un certain nombre de choses comme ça, ou que ça soit même de l'information, on va dire réglementaire. On en parlera peut-être aussi un petit peu avec David tout à l'heure, mais un des sujets qu'on avait justement chez Stocomanie, c'est que devant cette diversité de catalogues et cette diversité de produits, on a des données réglementaires qui sont très différentes d'un produit à l'autre. On a des produits qui sont des produits électroniques avec des données réglementaires des 3E. On a des produits qui sont des produits alimentaires avec des données qui peuvent être des allergènes. On a des données, on a même, je ne sais pas moi, de l'alcool ou des choses comme ça avec des données également des messages réglementaires. Enfin voilà, il y a toute cette information-là qui doit être centralisé à un endroit et qui ne va pas être diffusé sur tous les canaux de la même façon, avec forcément les mêmes données, etc. L'avantage aussi, c'est la capacité de s'interfacer avec les différents systèmes sources et qui vont permettre aussi d'alimenter ou d'initialiser le PIM avec un certain nombre de données. Donc voilà, tous les avantages, ils sont là. Et puis après, il y a les avantages métiers, qui est que une des vertus du PIM, c'est un sujet d'urbanisation. Donc ça va permettre à un moment donné de poser un process, d'organiser les choses et de pouvoir organiser le fait, quelque chose qui jusque-là était peut-être désorganisé, c'est-à-dire que chacun gérait ses données produits dans son fichier Excel ou dans son petit référentiel pour son canal de diffusion. Et là, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de canaux, donc de plus en plus de données, mais après, il est compliqué de s'y retrouver dans ces données. Donc, le PIM est un peu le sauveur, entre guillemets, pour permettre d'utiliser la donnée à bon escient, d'en extraire la valeur ajoutée. Voilà. Tout à fait. Et si je devais résumer, moi, en quelques points, du coup, les principaux avantages du PIM, 1, donc la fiabilité, 2, la capacité à fluidifier le travail entre les différentes équipes et donc de gagner en time to market, c'est aussi quelque chose d'évident et je pense que David reviendra là-dessus tout à l'heure, c'est aussi de pouvoir finalement appréhender et gérer le turnover des produits, le référencement de multiples produits chaque semaine. Ça va être aussi également la productivité où on va drastiquement, en automatisant un certain nombre de tâches, de gagner en productivité pour les équipes et bien évidemment, c'est de poser des fondations solides pour le commerce omnicanal et finalement devenir le réacteur, le poumon de toute l'information produit pour derrière pouvoir tout de suite aller s'engager sur de nouveaux canaux, aller conquérir de nouveaux marchés et donc vraiment d'élargir aussi sa surface de vente.
justement pour poser ces fondations du commerce omnicanal auprès de vos clients, Quable. Quand vous y prenez, en commençant peut-être par Baptiste et on verra dans un second temps Zento, quel est son rôle exact dans l'intégration. Oui, tout à fait. Alors, nous, chez Quable, on propose la solution, c'est-à-dire qu'on édite le logiciel PIMDAM en SaaS. Donc, c'est une solution qui est commune à tous nos clients, puisqu'on est sur une architecture multi-tenant. Donc, l'avantage, c'est que derrière, c'est extrêmement simple et efficace à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on ouvre un PIM et il est disponible pour n'importe quel client. Et à partir de là, en fait, on a, nous, développé une méthodologie qui s'appelle Quableair, qui repose sur 5 grands principes et qui permet d'onboarder un client sur des grandes étapes de l'onboarding, c'est-à-dire vraiment le cadrage du modèle de données. C'est aujourd'hui quelle est la cartographie des données chez le client, d'où proviennent les données, est-ce qu'il y a un ERP, est-ce qu'il y a un PLM, est-ce qu'il y a d'autres types de sources comme des flux fournisseurs. Ensuite, derrière, ça va être quels sont finalement les canaux sur lesquels je souhaite pousser ces informations. Et donc là, on va référencer aussi tous les besoins en termes de contenu. Et au milieu de tout ça, finalement, on va créer le squelette de la donnée dans Quable. Ensuite, derrière, on va pouvoir donc se concentrer sur finalement comment mettre en musique cette donnée dans notre plateforme. Et donc là, ça va passer par la mise en place d'indicateurs de complétude pour être sûr et certain qu'on a bien toutes les bonnes informations, les bons niveaux d'information pour chacun des canaux. Ça va passer par la mise en place des tableaux de bord. Donc ça, c'est aussi une vraie feature chez Quable qui permet justement de piloter, de monitorer la data directement sur un tableau de bord qui est personnalisable avec des vues métiers, c'est-à-dire que chacun, quand il arrive sur la plateforme, sait ce qu'il a à faire dans la journée. Combien de produits sur lesquels il manque des descriptifs, sur lesquels il manque des traductions, sur lesquels il va manquer des médias, de pouvoir envoyer des notifications à l'ensemble des équipes directement depuis la plateforme. Puis ensuite, derrière, on va créer toute la partie, on va définir qui fait quoi autour du référentiel, avec justement toute la dimension workflow. Et donc là, on va effectivement faire passer les différentes étapes de contribution, de consultation et d'export des données sur la plateforme. Puis derrière, on va se concentrer sur la gestion des utilisateurs et non plus ni moins la partie des spécifications d'import et d'export, parce que le PIM prend tout son sens une fois qu'il est connecté à l'écosystème du client. Et donc là, on va effectivement spécifier les interfaces d'entrée, qu'est-ce qui va venir de l'ERP vers le PIM, qu'est-ce qui ensuite va sortir du PIM vers le site e-commerce, vers les marketplaces, vers l'ensemble des canaux du SI client. Pour cette intégration, c'est à ce moment-là que Thierry intervient avec Zento. Excuse-moi, quelle transition. J'étais surpris par la transition. Oui, alors nous en termes d'intégrateur, le métier de base, c'est de prendre un produit qui est un produit générique, un outil, et de l'adapter à un contexte qui est un contexte spécifique, en l'occurrence Stocomanie. Ce qu'on fait avec les équipes de David depuis maintenant un peu plus d'1 an, c'est-à-dire on a commencé sur le sujet du PIM, et puis ensuite, pour faire face au deuxième confinement, David et ses équipes nous ont demandé de mettre en place un peu en urgence face à la fermeture des magasins un site e-commerce qu'on a mis en place rapidement, en 15 jours, David, grâce en particulier à la structuration déjà du PIM. Et puis en ce moment, on travaille sur la mise en place du vrai site permanent e-commerce et click and collect où on met en œuvre Proximis. Donc nous, le sujet sur le PIM aujourd'hui, on va dire que le sujet de l'intégrateur, il est triple. Il se passe sur 3 axes. Le premier axe, c'est un axe d'expertise sur le produit, c'est-à-dire qu'on connaît bien le produit, l'outil Quable, et donc on est capable de le personnaliser, d'adapter le modèle de données, d'adapter les complétudes, la gestion des utilisateurs, etc., et de le personnaliser pour le client. Ça, c'est le premier axe, la connaissance du produit Quable. Le deuxième axe, c'est un axe qui est un axe technique, c'est-à-dire que le PIM, la valeur du PIM, elle se joue dans l'intégration qu'on peut en faire avec les autres applications, comme le disait tout à l'heure Baptiste, donc les interfaces en entrée et les interfaces en sortie. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de faire cette fois du développement et de s'intégrer avec des outils qui sont vraiment très divers et très variés en amont ou en aval. Et donc là, on a développé déjà, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'interfaces sur des sujets très divers. Donc en l'occurrence, chez Stocomanie, une interface avec l'ERP en amont, Ophélie, et puis des interfaces en aval pour aller alimenter les sites web et les sites e-commerce.
Et puis le troisième axe, c'est un axe, on va dire, plus métier, dans le sens où le PIM va structurer, va organiser un petit peu des process, hein, et on va quelque part changer un petit peu les habitudes des différentes personnes dans l'entreprise. C'est un projet qui est d'urbanisation, un projet transverse, comme je l'ai déjà dit, et donc il va falloir aider à ce transfert de compétences auprès des équipes achats, des équipes marketing, des équipes digitales, des équipes communication, enfin, etc. Il y a un ensemble d'équipes qu'il va falloir fédérer autour du projet. Voilà. C'est principalement le rôle de l'intégrateur, je pense, sur les projets PIM et la complexité de ce rôle-là. Alors, on va détailler la collaboration qui s'est nouée entre Stockomanie et Quable et Zento, justement, pour intégrer ce PIM. David, peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les attentes de Stockomanie en ayant recours au PIM pour débuter? Alors, c'est vrai que nos attentes, alors après, je vais confirmer ce que ça peut dire Thierry et Baptiste, bien évidemment. C'est vrai que c'était justement d'amener cette brique qui pouvait demain être facilitateur pour notre stratégie de commerce unifié et d'avoir aussi, de pouvoir mettre aussi en place ce process. C'est-à-dire que si on revient sur la genèse du projet, c'est vrai que, comme je vous disais, on avait cette stratégie omnicanal avec, à date, la sortie, en fin de compte, d'un site e-commerce et avec déjà 5 magasins en click and collect sur juin. Mais c'est vrai que le projet PIM, on l'a initialisé l'année dernière, il a été mis en place en juillet, et on voit très bien que c'est pas un projet, en fin de compte, vraiment technologique. Ça veut dire que le PIM Quable, si on l'a mis en place, c'est moins d'un mois. C'est-à-dire que voilà, c'est des briques, c'est sur du mode SaaS. Donc, le vrai travail, d'un point de vue accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement pour la mise en place de process, l'accompagnement des métiers, pour justement, voilà, construire ce process d'enrichissement de la base article, qui est vraiment cette brique, et cette brique, ce prérequis dans notre stratégie. Et ça nous a permis bien évidemment, comme disait Thierry, de pouvoir être facilitateur de notre stratégie et de pouvoir lancer en 15 jours un site e-shop. Donc là, on l'a fait avec PrestaShop, mais qui était plutôt une opportunité en 15 jours de lancer un site et d'être présent, en fin de compte, pendant cette phase de confinement sur du e-commerce. Et l'avantage aussi, c'est que ça a permis à toute l'entreprise, donc à tous les différents métiers, de monter fortement en termes de maturité, justement, sur ce commerce unifié. Et c'est, comme vous disiez, sur des enjeux de productivité et surtout de rigueur au niveau de la gestion de nos articles, avec ces vrais enjeux qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire que dans notre PIM, on a 7000 références, on va être amené à en rajouter toutes les semaines 300 à 500. Donc là, déjà, il y a un point structurant sur qui fait quoi et justement toute cette gestion d'enrichissement de catalogue avec cette notion, comme disait Baptiste, de workflow. Voilà, avec et ne serait-ce que même aussi cette vision avec un tableau de bord de complétude de la donnée pour que cette donnée donc cet article soit éligible sur nos différents canaux de vente et aussi avec cet enjeu-là sur cette première brique qui a été pour nous le site e-commerce qu'on a mis en 15 jours, ça a amené une forte croissance du trafic web et on a vu qu'il y avait une vraie appétence au niveau de nos clients chez Stockomanie à faire du commerce et à faire du e-commerce. On était attendu. Et c'est vrai que si je reviens sur, c'est vraiment le PIM qui nous a permis vraiment d'accélérer et pouvoir, en 15 jours, avoir un e-shop opérationnel à destination de nos clients. Alors, le cas de Stockomanie, il est assez intéressant, hein, puisqu'il y a un petit peu deux cas d'usage. Il y a eu un enjeu court terme, en effet, avec ce lancement de e-shop en seulement 15 jours, un temps assez record. Et puis, un enjeu un peu plus long terme, avec une deuxième étage de la fusée, entre guillemets, et la mise en place du click and collect. On va rester un petit peu sur ce projet Eco 15, pour lancer City Commerce en 15 jours. Baptiste et Thierry, quelle a été votre approche, justement, pour tenir ces délais et offrir un résultat qui soit à la hauteur des attentes de Stockomanie? Déjà une forte mobilisation des équipes, hein, il a fallu bosser énormément, mais l'avantage c'est que ça faisait déjà un moment qu'on travaillait ensemble, hein, avec David et les équipes de Stockomanie d'une façon générale, donc on commençait quand même à bien connaître le sujet. Après, bien évidemment, quand on met en place un site e-commerce en 15 jours, il faut faire un certain nombre de choix qui vont essayer de se rapprocher le plus possible du natif, on va dire. Mais effectivement, comme disait David, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas déjà structuré l'information produit. C'est-à-dire que la grosse difficulté quand on met en place
un e-commerce comme ça très rapidement, c'est de structurer les produits. À partir du moment où toute cette structuration de produits était déjà faite, on a gagné énormément de temps sur la mise en œuvre et on a pu, alors je ne sais plus, je crois que le deuxième confinement c'était autour du 31 octobre, mais ça veut dire qu'autour du 15 novembre, on a été en mesure de sortir un site qui tout de suite a effectivement connu une forte affluence dès la fermeture des magasins. Voilà. Après, je pense que Stockomanie pousse les curseurs de l'information produit à fond. Enfin, c'est-à-dire qu'on a rarement des contextes dans lesquels l'information produit est aussi complexe. Et enfin, au risque de répéter ce que disait un petit peu David, mais non seulement à cause de la rotation des produits, à cause du nombre de références qui sont effectivement rajoutées toutes les semaines ou tous les mois, mais également à cause du nombre de catégories qu'on va gérer. Et donc ça, c'est aussi important dans ce qu'on a vécu avec Quable et les possibilités qu'offre le produit dans sa mise en œuvre, de pouvoir gérer autant de catégories différentes et donc d'avoir toutes ces catégories, que ce soit du textile, que ce soit de la déco, que ce soit de l'alimentaire, etc. Et tout ce qu'on peut trouver dans un magasin Stockomanie et qui a été facilement derrière exploitable directement dans le e-shop sur cette période un petit peu contraignante pour tout le monde. Et avec cette mise en place de projets assez express en seulement 15 jours, quelles ont été les retombées, les résultats business, David? Alors, les retombées business, non, c'est vraiment des enjeux de notoriété. Hein, parce que c'est vrai que les retombées business, la stratégie autour de l'offre, c'est vrai qu'on l'a fait en 15 jours, donc il y avait cette plateforme qui a été mise en place. Après, des choses à anticiper aussi au niveau entreprise, c'est aussi l'offre qu'on va amener. Et justement, c'est pas l'extension de gamme, mais vraiment cette offre produit qui a été pour nous plus complexe pour des problématiques plutôt internes, qui fait que quand vous voyez notre base article et aujourd'hui cette notion en fin de compte de déstockage de grandes marques, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Stockomanie, la vraie problématique aussi, c'est ce qu'on appelle, alors sans rentrer trop dans la technique, mais c'est ce qu'on va avoir, la gestion de l'EAN. Ça veut dire que chez nous, quand vous achetez par exemple des masques, donc des masques de protection, potentiellement vous avez une référence Stockomanie, mais différents EAN, parce qu'on peut avoir différents distributeurs. Et à contrario aussi sur du déstockage, sur du déstockage de Jennifer par exemple, on va reconstruire en fin de compte une offre homogène pour 225 magasins, mais on va pas aller dans la définition taille coloris. Et ça, c'est un vrai enjeu business pour Stockomanie, parce que forcément demain, on fait du e-commerce. Vous savez très bien que si vous voulez un pull bleu en taille M, nous en magasin, c'est une référence. Mais c'est la même référence s'il est noir en taille L. Donc il y a tout cet enjeu aussi de structuration de ce qu'on appelle la gestion de références à l'EAN et qui a été aussi facilité, en tout cas grâce au PIM, et qui va être facilité aussi via des process qu'on va mettre en place. Et c'est vrai que sur pour nous les prochaines étapes, si on prend les prochaines étapes, c'est vraiment changé. C'est-à-dire que chez Stockomanie, ce qu'on dit, c'est que nous on est l'anti-Amazon. Voilà, c'est-à-dire que chez Amazon, vous allez à Amazon, vous savez exactement ce que vous voulez acheter. En tout cas, vous avez une idée du produit que vous voulez acheter. Et puis après, vous allez consulter sur Amazon différents produits avec une livraison à J+1. Chez Stockomanie, non. C'est-à-dire que vous venez dans nos magasins, si vous pouvez venir pour de l'offre de grandes marques sur du textile, mais en clair, vous venez, vous savez pas ce que vous allez acheter, puis vous repartez avec un panier moyen dans les 30 € et avec cet article. Donc, c'est pour ça qu'on se considère comme l'anti-Amazon. Donc, c'est vrai que là, quand on dit dans notre ADN, il y a un vrai changement d'ADN avec cette stratégie de e-commerce et avec cette stratégie, en fin de compte, d'offres qu'on va proposer sur du e-commerce à nos clients et ces potentielles extensions de gamme où c'est une vraie réflexion aussi en interne au niveau de la direction générale sur comment on va amener justement cette progression de chiffre d'affaires, de notoriété à travers un e-commerce. Et pour nous, dans les prochaines étapes, comme on disait, il y a ce site e-commerce qui sort en juin. Il y a le click and collect, donc forcément cette notion aussi au niveau d'avoir une vision d'OMS sur une gestion de stock en temps réel, parce qu'on va faire du click and collect avec un modèle picking en magasin. Ce click and collect ne veut tout dire et rien dire. Hein. Click and collect, ça peut être de la livraison en magasin ou du picking en magasin. Donc nous, le choix qui a été fait, c'est vraiment du picking en magasin avec justement toute cette stratégie qu'on va avoir en termes au niveau des canaux de vente
qui va être différenciante suivant si on fait du pur e-commerce ou si on fait du click and collect. Et après, pourquoi pas, maintenant qu'on a, on va dire, l'infrastructure et l'intégrateur pour nous accompagner et les bons outils, pourquoi pas demain se dire aller sur d'autres visions avec du marketplace, parce que voilà, quand on est du déstockage, ce qu'il faut savoir sur le déstockage, c'est que pour Stocomanie, ça génère énormément de cash, parce que quand nous on fait du déstockage, par exemple pour les jouets de Noël, on les achète en février, bien évidemment, donc après Noël, et puis on va les retrouver sur nos magasins en octobre. Donc vous comprenez bien que du coup il y a des vraies sorties de cash en termes de trésorerie et aussi des enjeux aussi au niveau du déstockage. Aujourd'hui, nous on a déjà 3 entrepôts. Donc voilà, donc le next step, c'est comme je vous disais, c'est plus de visibilité, notoriété sur les e-commerce, de l'extension de gamme, parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le faire en magasin et on veut justement s'appuyer sur cette stratégie de commerce unifié pour amener de nouveaux produits à nos clients et pourquoi pas demain d'un marketplace. On entre dans la dernière ligne droite de ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs dans l'onglet questions. N'hésitez pas à en poser. Nous y reviendrons dans 5 minutes. Mais avant de passer à la session de questions-réponses, on va peut-être parler de l'avenir. Alors déjà, pour Stocomanie, David a bien planté les étapes pour les prochaines années, notamment avec le PIM. Du côté de Quable et Zento, quels sont les enjeux qui vont être à relever dans les prochaines années, sachant que l'omnicanal va être très clairement la clé du commerce. On parle plus d'ailleurs de commerce unifié. Avec la crise du coronavirus, ça va vraiment être une tangente de plus en plus profonde pour les commerces. Voilà, comment vous abordez cette nouvelle ère, entre guillemets, avec cette crise du coronavirus? Je te laisse répondre en premier, Thierry, ou tu veux que je prenne la main? Écoute, je peux commencer, c'est vaste. Bon, je pense que là, je vais pas faire de prédictif sur ce qui se passe sur le fameux monde d'après, parce que je pense que tout le monde s'y est un peu cassé un peu les... Voilà. C'est difficile. Nous, ce qu'on a constaté, je pense que comme beaucoup d'acteurs, on a constaté qu'il y avait énormément de sujets qui ont été catalysés par cette crise du Covid, de sujets digitaux qui ont été catalysés par cette crise du Covid. On l'a vu chez Stocomanie, mais on l'a vu chez pas mal de nos clients où on s'est dit, voilà, là maintenant on se confine, on ferme, il va falloir trouver d'autres canaux, et puis on a peut-être pris un peu de retard sur les différents canaux sur lesquels on vendait, donc on voit bien, et ça, il y a assez peu de chance quand vous avez tout d'un coup des sites e-commerce ou des click and collect qui ont fait du x3, x4, x5 pendant cette crise du coronavirus. On peut penser que même si 50% des personnes reviennent à la normale, les 50% qui restent ont quand même goûté à ce mode de consommation, et s'y sont habitués et ne reviendront pas en arrière. Donc il y a probablement un mouvement qui s'est initié là-dessus. Le deuxième sujet sur le commerce unifié, c'est de dire que, et nous on se considère comme tel, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est pas une agence e-commerce au sens où on l'entendait avant, c'est-à-dire à cloisonner un petit peu les différents canaux. Aujourd'hui, moi je pense sincèrement qu'on n'est plus capable de définir un parcours client, qu'on n'est plus capable d'anticiper un parcours client, et que c'est plus le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas d'essayer de définir et de dessiner, on l'a fait déjà à un moment donné avec pas mal de clients, d'essayer de dessiner un parcours client qu'on n'est plus capable de maîtriser. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est juste de s'assurer que quel que soit le parcours client que fait de notre client, qui passe à un moment donné en magasin, qui continue sur le site internet, qui décide de se faire livrer en magasin ou de se faire livrer chez lui, etc., il faut lui offrir la même expérience partout. Et donc le PIM ou des référentiels comme ça sont clés dans le dispositif, puisque c'est un des éléments, avec d'autres référentiels, comme les référentiels, je ne sais pas moi, clients, comme les référentiels stock, etc., qui vont permettre de diffuser l'information et de bâtir un certain nombre de canaux qui seront totalement décloisonnés et qui pourront permettre à un client de commencer sur un canal, de finir sur l'autre en fonction de ce qu'il a envie un jour donné. Et c'est surtout ça, je pense, l'enjeu important, aussi bien pour nos clients qui doivent pouvoir apporter cette expérience de marque, voilà, que pour nous qui sommes intégrateurs et qui devons absolument faire en sorte que quand on développe un site de e-commerce et qu'on développe une application vendeur en magasin ou une application client en magasin, elle offre la même expérience, elle utilise les mêmes données, elle reconnaît le client quand il se présente à lui, etc. Voilà. Et c'est encore, alors sur Stocomanie, c'est différent parce que c'est un réseau intégré, c'est un réseau en forte croissance, mais ça reste un réseau intégré. Nous, on a pas mal de clients qui sont des franchises, donc avec des indépendants, des associés, etc., où le sujet est encore plus
on va dire, important, même s'il est complexe, parce que l'intérêt de l'associé ou de l'indépendant dans son magasin en tant qu'entrepreneur n'est pas forcément le même intérêt que celui de la marque qui va adresser tout le réseau. Et donc là, il y a encore d'autres enjeux, mais de toute façon, c'est des sujets sur lesquels voilà, le mouvement est parti et il va falloir les prendre à bras le corps. Un dernier mot, Baptiste, sur l'avenir du PIM dans le contexte qu'on connaît? Oui, bien sûr. Dans le contexte que l'on connaît, en fait, ce qui était assez intéressant de voir l'année dernière, c'est qu'il y a eu pas mal d'acteurs qui tardaient encore à aller sur l'e-commerce. Et maintenant, il y a un train à prendre et je pense que les différents acteurs l'ont pris avec parfois des premières expériences. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est finalement d'accompagner ces clients dans leur première expérience e-commerce parce qu'en posant tout de suite les fondations justement du commerce omnicanal, en fait, non seulement on leur permet d'exécuter leur projet e-commerce plus rapidement, mais surtout derrière, on ouvre les portes pour le monde d'après. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de noter cela. Je pense qu'il y a aussi des enjeux quand on revient un an en arrière, parce que je crois qu'on a fêté l'anniversaire du confinement hier, de se dire que les clients, nos acteurs étaient capables aujourd'hui de travailler à distance, en silo, tous les changements de mode de travail, en télétravail, c'était sur des projets de type PIM, c'était pas forcément évident de se dire que ça allait être une réussite tout de suite. Et là, on voit effectivement que nos clients se sont fortement adaptés. Nous, derrière, on était déjà très prêts au télétravail, on était déjà très habitués à ces méthodologies de travail. Derrière, du coup, c'est de renforcer notre PIM aussi avec des fonctionnalités de plus en plus collaboratives, toujours tournées sur la productivité, sur la qualité de l'information. Et bien évidemment, comme l'écosystème va très très vite, et on le voit encore aujourd'hui, il y a plein de nouveaux CMS qui sortent par exemple, c'est d'être ultra connecté et donc aussi de proposer tous les outils par API, les outils directement dans Quable pour facilement connecter le PIM à n'importe quel dispositif, le rendre le plus interopérable. Voilà, on arrive au bout de cette présentation sur la mise en œuvre d'une stratégie omnicanal grâce au PIM. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, on va commencer sans plus attendre avec une question de Marc Bello qui pose la question suivante. Si on utilise un PIM qui alimente un Shopify, qui est lui-même connecté à un CRM marketing HubSpot, où construit-on les actions marketing? Alors, 3 options, dans le marketing HubSpot, dans le PIM ou dans Shopify. Peut-être Baptiste ou Thierry pour répondre à cette question? Oui, je peux prendre la main là-dessus. En fait, effectivement, donc, le PIM va alimenter toutes les données de référentiel sur Shopify, donc tous les attributs produits, les visuels, etc. sur Shopify. Derrière, pour toutes les actions marketing, si vous voulez faire du marketing automation, envoyer des newsletters, etc., qui vont s'appuyer sur le référentiel, en fait, on va pouvoir créer des intégrations, des interactions entre les données qu'il y a dans le PIM pour aller sortir le bon visuel au bon format et les bons attributs que vous souhaitez avoir récupéré dans HubSpot, et puis recroiser effectivement avec les données de Shopify. Donc ça, pour le coup, je pense que ça mériterait une plus ample réflexion pour voir le cas d'usage de marque et de voir effectivement ce qu'il a vraiment besoin, mais en tout cas, effectivement, c'est tout à fait possible. Alors on passe à une... L'objectif, c'est que je complète quand même que les actions marketing, le PIM n'est pas un moteur d'action marketing, c'est-à-dire que les actions resteront bien dans HubSpot, mais par contre derrière, nous, on va livrer la bonne information pour que vous puissiez facilement justement réaliser ces actions marketing. Alors on va passer à une deuxième question, sauf si Thierry veut ajouter quelque chose, ou on passe à la question suivante. Très bien, on passe à la question suivante. C'est une question de Philippe qui nous dit: il a été dit que l'e-commerce est le commerce de demain. Quel est alors le devenir et les projets concernant les magasins physiques, ouverture, fermeture, transformation, boutique de délivrance des produits, vitrines, entrepôts, etc. Voilà. Est-ce que, en gros, les magasins ont encore un avenir avec cette crise, ou est-ce que l'e-commerce, en effet, va être la norme et ça va mettre en péril ces magasins? Peut-être David, j'imagine, qui est assez intrigué par cette question. Non, je peux y répondre. C'est vrai que sur le e-commerce de demain, pour Stokomani, c'est vrai que, voilà, après, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a différentes stratégies sur toute cette notion avec les niveaux de consommateurs qui changent. On a la retail, les Retail Week en septembre, après les différents événements. Il y a 3-4 ans, on nous disait que c'était en fin de compte la mort du magasin physique. On voit qu'Amazon ouvre des magasins physiques. Non, aujourd'hui, le magasin physique n'est pas mort. Et nous, on le voit très bien. Et malgré, en fin de compte, cette crise sanitaire,
voilà, en sortie de crise sanitaire, nos clients reviennent bien dans les magasins et on arrive à avoir des belles performances en étant bien évidemment fermé 3 mois. Donc, si on se dit, est-ce que Stocomanie a fait son chiffre d'affaires en 2020? Bien évidemment, non, en étant fermé 3 mois. Mais voilà, on voit qu'on a toujours cette appétence de nos clients à malgré tout venir en magasin. Et après, pourquoi nous, on n'a pas mis en octobre du click and collect? Alors là, c'est typiquement Stocomanie. Stocomanie, le modèle, on est présent, nous, sur les zones industrielles. Donc, on n'a pas des magasins présents en centre commercial ou en centre-ville. Et c'est vrai que pendant ces phases de confinement, on a pu nous faire quelques benchmarks et études en interne, ouvrir des magasins en centre, dans des zones industrielles, sur du click and collect. Il y en a d'autres qui ont essayé, ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Parce qu'en fin de compte, voilà, sur des zones industrielles où il n'y a que 2 magasins, Grand Frais, Stocomanie, qui vont être ouverts, les clients ne vont pas venir. Voilà, dans des phases de confinement. Donc, non, pour moi, le magasin physique n'est pas mort. Et comme je disais, pour nous, c'est vraiment plus voilà, de l'extension, en fin de compte, voilà, amener des nouveaux canaux de vente pour nos clients et vraiment cette notion de notoriété. Et malgré tout, on reste quand même avec un réseau de 125 magasins. Et c'est vrai que quand on dit qu'un magasin est présent de nos clients à moins de 30-40 km, ça reste 30 à 40 km. Face aujourd'hui à des Amazon qui livrent à J+1. Voilà, donc après, bon, il y a quand même, voilà, il y a aussi des nouveaux canaux de vente et puis ils rendent bien évidemment notre offre produit accessible à tous nos clients en France. Parce qu'aujourd'hui, on est présent en France. Voilà. Alors, je vais ajouter une question dans la question, parce que vous avez notamment parlé d'Amazon, qui en effet ouvre des magasins physiques, notamment des magasins Amazon Go, hein, sans contact, où on prend ses articles et on part sans passer à la caisse grâce à des capteurs et l'intelligence artificielle. On le voit, ils ont ouvert d'ailleurs un magasin à Londres il n'y a pas longtemps. Est-ce que le danger, justement, c'est pas qu'Amazon trust de plus en plus le commerce physique et d'autres acteurs, je pense notamment avec Xiaomi, est-ce que c'est pas ça plutôt le danger? La question est pour moi. Pour David, en effet, ouais, c'est pour rebondir sur la question, en effet. Ouais, non, question philosophique, d'accord. Mais voilà, non, mais est-ce que c'est vrai le danger? Est-ce que c'est assez compliqué de se projeter aujourd'hui à 3-5 ans? Vous voyez très bien sur l'e-commerce, quand on voit comment ça a pu changer sur les 10 dernières années, c'est la réponse que je fais, c'est que oui, en tout cas, nous, on a clairement cette conviction que le magasin physique n'est pas mort. Et comme je vous disais, on a toujours bien évidemment cette appétence à nos clients à venir en magasin physique. Et d'autant plus malgré la crise sanitaire. Donc oui, aujourd'hui, on a de plus en plus de concurrents. Et si on prend juste nous sur notre marché qui est du déstockage, alors après, on n'a pas vraiment de concurrent national en frontal sur notre offre produit avec ce déstockage de grandes marques. Parce que si on prend nos concurrents, on va avoir des concurrents comme du GFI, comme Action, qui est un acteur qui s'est énormément développé sur les 3 dernières années, mais ils sont plus sur une offre qui est plus du MDD, donc plutôt marque distributeur que des stockages de grandes marques. Mais ils commencent à amener bien évidemment de la grande marque. Voilà, donc c'est vrai que malgré en fin de compte ces différents concurrents qu'on peut avoir, aujourd'hui nos clients recherchent ce modèle de consommation, du déstockage, et on voit, et comme disait aussi Thierry, oui, on est sur des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années, et voilà, on a un réseau physique qui s'étend, et on veut aussi demain aussi avoir une extension aussi de gamme de nos produits pour nos clients. Voilà, j'ai essayé de répondre à la question. Si je peux ajouter quelque chose sur le sujet, c'est que bon, non seulement il n'est pas mort le magasin, mais aujourd'hui, enfin, tout le monde le voit bien, même si le e-commerce est en forte croissance, 90% des ventes sont encore faites globalement en magasin. Donc le sujet, il n'est pas tellement à opposer les deux. Le sujet, il est encore une fois comment on arrive à faire cohabiter les deux et comment on permet à un client aujourd'hui qui ne pourrait pas comprendre qu'il ne peut pas acheter sur e-commerce, mais comment on peut aussi lui permettre de se rendre plus facilement ou de faciliter son expérience aussi en magasin. Donc les deux se renvoient. Et donc je pense que le modèle, on peut continuer à parler d'Amazon, effectivement, mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a quand même des réseaux de retailers, en particulier, voilà, Stocomanie, qui ouvre pas mal de magasins. Donc, on a commencé à bosser sur Stocomanie, il y a à peu près 110 magasins. Aujourd'hui, ils sont pas loin des 130, donc ça se développe quand même fortement. Et la force, elle est là. La force, elle est justement à la complémentarité des deux. Je pense que, et c'est là où est la force du PIM, c'est justement de mettre en place ce socle qui va servir les différents canaux de façon très agile et très réactive, ou la mise en place du e-commerce qu'on est en train de faire en ce moment avec Proximis, qui a été la solution retenue par Stocomanie, qui permet également de faire vivre
générer aussi du trafic vers le magasin. C'est-à-dire le e-commerce, il est aussi là pour générer du trafic vers le magasin, pour pouvoir étendre la zone de chalandise, pour pouvoir faire de l'extension de gamme en magasin, pour pouvoir éviter les irritants et pouvoir faire du click and collect sans pouvoir derrière forcément passer à la caisse, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un ensemble. Et nous, en tant qu'intégrateur, c'est à ça qu'on essaie de répondre aujourd'hui. L'enjeu, il est là, quoi, hein, c'est justement, encore une fois, de faire sauter ces différents cloisons et apporter des solutions globales. Alors, on va rester sur Stockomanie avec une question de Fatima qui nous dit « Bonjour, quels sont les premiers retours click and collect, perf commercial, organisation des équipes, outillage des équipes sur les magasins pilotes ?» Alors, donc, nos magasins pilotes, c'est en juin 2021. Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est vrai que moi, je l'ai vécu dans une expérience professionnelle. Donc après, je pourrais revenir. Mais aujourd'hui, non, sur les premiers retours click and collect, forcément, on n'en a pas. Donc, on est en train vraiment plutôt de construire le parcours de ce qu'on va appeler la notion de picker, donc préparation. Oui, voilà, peut-être 2 mots sur la préparation du coup. Donc, préparation de commande, oui, qui est un enjeu aussi de productivité et de performance opérationnelle en magasin et aussi de changement d'état d'esprit. Hein. Parce qu'après, voilà, nous, au niveau de nos magasins, on a des employés qui sont polyvalents, mais on est sur des modèles où on met beaucoup de produits sur la surface de vente, donc des enjeux de merch, pour pouvoir mettre cette extension de gamme et toute la gamme qu'on peut avoir et tous les produits qu'on peut avoir, avec tout un parcours client qui est pas forcément aujourd'hui dans une vision client, parce qu'on reste des déstockeurs. Donc, le vrai changement d'esprit, et là que nous on construit dans ce parcours client justement, c'est cette performance que je disais opérationnelle, c'est-à-dire que un panier click and collect, il faut pas bien évidemment il faut pas le faire en 20 minutes, parce que sinon on a un employé qui passe 20 minutes à faire un panier pour un de nos clients. Et c'est aussi ce changement d'esprit dans cette vision client, parce que demain, voilà, on a un client qui vient chercher un panier, et donc il y a tout ce parcours client à construire pour avoir un parcours client qualitatif sur aussi bien la zone où le client va arriver pour se déclarer, pour venir chercher sa commande click and collect, que la livraison et jusqu'à la sortie de nos magasins. Donc c'est plus aujourd'hui ce parcours-là qui est toujours pas finalisé chez nous, mais qu'on construit, mais qui va bientôt être finalisé. Et après, si on prend plus d'un point de vue outillage, et oui, bien évidemment, dans ce parcours client, on va avoir d'un côté plus le marketing, du merch avec du balisage au sol. Mais après, on amène aussi des nouveaux outils. Ça veut dire que on amène aussi une tablette pour que nos clients puissent scanner leur QR code et que ça envoie automatiquement l'information à nos employés en magasin pour pouvoir livrer le panier click and collect, et aussi sur des enjeux aussi de plus d'outils aussi en magasin avec la mise en place de Pocket PC pour justement pouvoir scanner les produits lors d'une préparation d'une commande click and collect. Alors, il nous reste 2 minutes. Alors, on va prendre 2 dernières questions très rapidement. Une question de Xavier qui nous dit « Un site e-commerce super et bravo pour la rapidité de production. Du coup, quels seront les différents leviers d'acquisition ?» Donc, pour moi, toujours. Je pense. Donc, non, les leviers d'acquisition, c'est vrai que, alors, autant en termes de ce que je disais, il y avait une vraie stratégie digitale à mettre en place chez Stockomanie, parce que on était vraiment sur des magasins physiques et sur une stratégie de magasin physique, parce que voilà, aujourd'hui, l'offre qu'on offre à nos clients était qualitative et on était et comme je dis, on est une enseigne qui fait une vraie progression et toujours dans ce modèle d'ouverture de magasin, parce que c'est notre modèle aussi économique. Aujourd'hui, on a quand même une belle base client, aussi bien sur du Instagram, du Facebook, donc tout ce qui va être ce type de réseau. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur ces aspects-là, sur la partie e-commerce. Après, sur des leviers d'acquisition, comme je vous disais, on a eu beaucoup de trafic, mais pas tant de commandes que ça. Donc après, là, on est en train, nous, de travailler sur la partie e-commerce, sur la sortie e-commerce en juin, mais on a aussi d'autres sujets chez nous en interne Stockomanie, parce que on n'a pas de carte de fidélité, par exemple. Donc, il y a des vrais sujets d'embasement de nos clients, mais sans carte de fid. Donc, bon, voilà, ils sont aussi des parcours d'embasement à construire. Donc, donc il y a toute cette stratégie qui est en train d'être mise en place aussi sur le parti marketing, sur la partie marketing avec Selligence, donc avec un accompagnement sur tout ce qui va être demain nos leviers d'acquisition. Alors, on va finir avec une dernière question, peut-être plus pour Baptiste ou Thierry.
Une question de Philippe qui nous dit « Bonjour, un PIM doit-il permettre de s'adapter à des canaux de vente différents, B2B et B2C ?» Oui, c'est tout à fait le cas. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir directement dans le PIM gérer tous les attributs, tout le référentiel des produits et des médias avec des descriptifs, avec donc des informations différentes en fonction du B2C et du B2B. Si je prends l'exemple du B2B, on voit de plus en plus des échanges de fichiers normalisés entre les entreprises, entre un fabricant et un distributeur. Et donc, du coup, derrière, c'est aussi de pouvoir, par exemple, dans l'univers de l'industrie, de pouvoir répondre à des normes comme FAB 10 ou ETIM. Dans l'univers de la fourniture bâtiment ou de la quincaillerie. On va avoir la thématique GDSN dans l'agroalimentaire. Donc effectivement, l'objectif directement dans Quibble, c'est de pouvoir préparer toute cette donnée de manière très simple, de manière très ergonomique, et derrière, du coup, de pouvoir propager cette information avec les bons messages en fonction de l'expérience produit que vous souhaitez diffuser sur ces différents socles, soit B2B, soit B2C, tout à fait. Et bien voilà, c'était la dernière question. Alors je vois qu'il y en avait d'autres, notamment sur l'expansion de l'e-commerce. Est-ce qu'elle est soutenable? Et je vois que Thierry a répondu que ça mériterait un webinaire complet pour répondre à la question. On le fera peut-être pour les faits sur dans un autre webinaire sur French Web. En tout cas, merci beaucoup déjà à vous trois de nous avoir éclairé sur la nouvelle stratégie omnicanal grâce au PIM. Et puis voilà, on se retrouvera peut-être à venir pour d'autres sujets. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir posé des questions. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt sur French Web. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.